Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Pour emprunter le chemin vers l'éveil, il est préconisé de revenir à l'instant présent. C'est le point de départ de la pratique pour toutes les traditions bouddhistes. Car vivre le présent est source de paix intérieure, hors des ruminements du passé et des projections vers le futur. Pourtant, l'instant présent n'est pas si simple à vivre. C'est ce que nous allons voir durant 2 dimanches avec notre invitée, la philosophe Sandy Hinzelin, très engagée dans la pratique bouddhiste et passionnée par la question du temps. Aujourd'hui, nous allons tenter de définir l'instant présent qui contient d'ailleurs la notion d'espace. Et la semaine prochaine, nous verrons par quelles approches spirituelles, éthiques et corporelles il est possible d'habiter le présent. Sandy Hinzelin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en philosophie, vous pratiquez le bouddhisme tibétain, vous enseignez aussi le yoga tibétain à Kumye. Oui. Et puis vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Habiter le moment présent, qui a pour thématique centrale le temps, et qui nous a permis de construire cette émission. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors on va tenter de définir ce qu'est l'instant présent, mais avant tout, pourquoi est-ce une question centrale? Alors c'est une question centrale puisque quand on est capable de revenir dans le présent, automatiquement, en fait, on va mieux. Enfin, il y a quelque chose qui est présent, justement, c'est le cas de le dire, et qui nous permet d'aborder la vie différemment. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est effectivement un point de départ central. On ne peut pas parler d'éveil ou de libération si on ne passe pas par là, en fait. Et on pourrait même dire qu'il y a 2 niveaux, peut-être, de compréhension par rapport à l'instant présent. Il y a déjà à revenir dans un présent assez conventionnel, on va dire, de ne pas être perdu sans arrêt entre les dimensions du passé et du futur. Et après, le bouddhisme, en tout cas dans les traditions que j'étudie, associe l'instant présent à l'éveil. Donc on nous encourage même à aller encore plus loin. C'est pas seulement aller mieux, mais c'est se libérer de ce qu'on appelle le samsara. Alors vous dites aller mieux parce que finalement, si on n'est pas dans l'instant présent, si on rumine le passé, si on a trop d'attentes vers le futur, pour le futur, c'est que c'est une cause de souffrance? Oui, effectivement, il y a dans plusieurs disciplines, que ce soit en philosophie ou en psychologie, en sciences aussi, je crois qu'il y a des études qui ont été démontrées un peu là-dessus pour essayer de comprendre quelles sont les causes de l'insatisfaction. Et justement, l'errance mentale est considérée comme une cause d'insatisfaction. Alors après, cette errance mentale, elle cause de la satisfaction pour différentes raisons. Il y en a, ils sont peut-être bloqués dans le passé parce qu'il y a des colères qu'on n'arrive pas à digérer, en quelque sorte. D'autres qui sont plus pris par l'angoisse, donc la peur de l'avenir. Donc on a du mal à apprécier justement l'instant présent, ce qui se présente à nous maintenant. C'est un peu compliqué parce qu'on est sans arrêt en train de penser soit au pire, soit on a peur de ceci ou cela. Enfin, il y a différentes peurs qui nous empêchent d'être là. Et puis après, si on n'est pas dans ce type de configuration, ça peut être tout simplement l'errance mentale. L'errance mentale peut aussi être une cause d'insatisfaction parce que finalement, l'errance mentale veut dire quoi? C'est qu'on est sans arrêt dans les pensées. Et les pensées, finalement, c'est pas très nourrissant. Et il y a quelque chose de pas très certain non plus dans les pensées. C'est pas quelque chose de fiable. Donc, quand on dit on est trop dans le passé ou dans le futur, il peut y avoir ça, un excès de passé ou de futur, mais il y a surtout aussi un excès de pensée. Et la pensée en soi... trop de pensée ne fait pas du bien. Voilà. Alors, l'instant présent, que recouvre précisément cette notion? Alors, donc c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, oui. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'instant présent, c'est devenu une expression très populaire. Vis l'instant présent. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a certainement entendu au moins une fois dans sa vie. Mais après, quand on commence un peu l'analyse, on se rend compte que le présent, en fait, le présent n'existe pas. Puisque pour chercher à définir l'instant présent, il faudrait être capable de dire ce qu'est le présent. Or, on se rend compte, par l'analyse, qu'en fait, le présent passe tout le temps. Donc, le présent, il est déjà passé. On ne peut pas l'arrêter, en fait. Non. Et un autre paradoxe aussi, c'est qu'on a tendance à dire passé, présent, futur. Mais en fait, quand je pense au passé, le passé est présent, puisque je pense au passé. Et pareil pour le futur. Donc, on sent que que l'affaire commence un peu à se compliquer. Mais c'est là que la quête commence, justement. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à définir... Peut-on définir l'instant présent? Alors, je pense qu'on peut arriver à en tracer les contours au moins. Enfin, déjà, une première étape qui me semble essentielle, c'est de voir ce paradoxe que même si on a l'impression que le temps ou le présent, c'est évident, en fait, ça l'est pas vraiment. Il y a une forme d'évidence peut-être par rapport au vécu, mais si on passe par l'analyse, eh bien, on se rend compte que le présent nous échappe, et donc le temps, parce que le présent, finalement, c'est du temps. Et l'axe que je propose dans l'ouvrage, justement, c'est de passer par un questionnement sur la nature du temps pour mieux cerner ce qu'on entend par instant présent. Parce qu'en fait, le présent, donc comme on vient de le dire, on a tendance à dire le présent, c'est coincé entre le passé et le futur. Mais on se rend compte que le présent passe tout le temps.
Donc le présent n'existe pas. Donc si le présent n'existe pas, comment on peut vivre dans l'instant présent? D'accord. On a dit aussi que le passé, quelque part, était présent et le futur est présent. Si je pense au futur, c'est maintenant. S'il y a un souvenir qui revient, c'est maintenant aussi. Donc ce qui est intéressant avec cette analyse très rapide, c'est de voir que finalement, passé, présent, futur, c'est notre représentation du temps. Finalement, hein, si on demande à quelqu'un c'est quoi le temps, il y a de grandes chances qu'on trace une ligne avec une flèche qui va vers la droite, passé, présent, futur. Mais en fait, l'analyse nous montre, là encore une fois, que cette représentation-là du temps n'est pas le temps. Donc en fait, pour arriver, alors définir l'instant présent, on arrive justement dans des dimensions qui vont dépasser le cadre purement matériel. Donc définir, c'est pas forcément facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que je pense pas qu'on puisse le faire de façon hyper pas précise, mais autant une table, c'est facile à dire. Voilà, il y a 4 pieds, voilà, bon, ok. Mais l'instant présent, ça va être un peu plus délicat. Mais je pense qu'on peut arriver à le faire justement en passant par la nature du temps. Parce qu'une fois qu'on a déjà mis en perspective que ce présent dont on pense savoir ce que c'est, enfin on pense savoir ce qu'est le présent, ben en fait c'est pas le véritable temps. Là on arrive dans une nouvelle dimension qui va vraiment nous éclairer. Il faut finalement essayer de visualiser ce qu'est le temps. Alors visualiser, c'est pas le mot que j'emploierais. Je pense que, enfin là c'est vraiment déjà passer par l'outil de l'analyse, vraiment, d'arriver à comprendre que ce qu'on pense être le temps ne l'est pas. Et en fait, quand on comprend ça, quand on voit le paradoxe, c'est un peu des fois ce qu'on retrouve dans les textes liés à la vacuité, où il y a différents raisonnements qui nous montrent, grâce à différentes négations, qu'en fait, ce qu'on pense être vrai ne l'est pas. Et quand on perçoit ça, donc c'est pas une visualisation, pour moi, c'est plus quand on perçoit vraiment le paradoxe, qu'on le comprend, eh bien ça ouvre une porte. Et comme ça ouvre la porte, parce qu'on se rend compte finalement que nos représentations, elles sont pas si solides qu'on le pense. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui est vraiment solide alors? Qu'est-ce qui est vrai? Et là, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, a priori, quand on est en quête, quand on est en réflexion, on a envie de savoir. Donc là, il va falloir prendre d'autres sentiers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion d'espace à intégrer justement dans celle du temps pour en connaître finalement sa dimension? Alors en tout cas, c'est l'approche que j'ai choisie dans cet ouvrage, d'où le sous-titre « Une perspective bouddhique de l'espace-temps ». Parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que le temps aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fascine pas mal de gens. Il y a beaucoup d'articles de vulgarisation, mais surtout en sciences. Le couple espace-temps était rendu célèbre notamment par Einstein, où il a bien montré que le temps était relatif. Parce que ça aussi, ça fait partie de nos représentations du temps. On a l'impression que le temps, il est externe à nous, en fait. C'est comme si on n'avait aucune prise sur lui. Donc, quelque part, on pense intuitivement ou instinctivement que le temps est absolu, on n'est pas concerné, en quelque sorte. On le subit. Et avec Einstein, il a montré que finalement, le temps était relatif, qu'il est relatif à un certain espace. Donc je me suis posé la question suivante, parce que moi, quand je lis Einstein, quand je lis des livres de vulgarisation, excusez-moi, je trouve ça fascinant, mais pour ce que j'arrive à comprendre. Mais en tout cas, pour ma propre expérience, par rapport à ma pratique, c'est vrai que ça m'apportait pas tant que ça. Donc je me disais, mais au niveau individuel, au niveau de la pratique, à quel espace est reliée cette représentation du temps qui n'est pas le véritable temps? Et effectivement, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que cette représentation du temps est bien reliée à un certain espace en nous, et c'est l'espace mental. Donc toute cette quête du temps, donc du coup cette quête de l'instant présent, parce que c'est lié, eh bien ça va être, pour arriver à l'aborder d'une façon différente, il va falloir ouvrir l'espace. Ne pas rester seulement dans l'espace mental. Alors justement, vous utilisez une image qui facilite, je dirais, la question, et qui est une image très, très intéressante, celle de la maison, l'espace mental comme une maison, donc à explorer. Oui, alors, pour moi, l'espace mental, c'est pas la maison, c'est plutôt le grenier. C'est-à-dire, on a une grande maison, et on vit en haut tout le temps. On vit toujours dans le grenier. Donc l'idée, ça va vraiment, d'où l'idée du titre, habiter le moment présent, c'est que pour habiter le moment présent, il va falloir habiter d'autres espaces en nous-mêmes. Si on reste toujours dans le même espace, dans le grenier, ou on pourrait appeler ça aussi un espèce de placard à balai pas toujours très bien aménagé, eh bien oui, ça va être l'insatisfaction, ça va être le chaos, ça va être l'absence de sens, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je vais pas bien, etc. Et en fait, l'idée d'habiter son corps, d'habiter sa maison, donc c'est là où on va trouver les ressources pour véritablement habiter le moment présent. Justement, est-ce que vous avez votre définition particulière, personnelle de l'instant présent? Déjà, dans un premier temps, pour moi, quand on parle d'être dans l'instant présent, c'est davantage de présence à soi, la présence à la respiration, la présence quand on mange, quand on écoute une musique, quand on regarde un arbre, quoi qu'on fasse. En fait, tout ça, déjà, ça va venir nourrir l'essence, nourrir notre être, on pourrait dire. Et rien que ça, c'est ça qui procure déjà un peu plus de satisfaction. Quand on disait pourquoi c'est si central, parce que quand on est toujours là-haut,
c'est vraiment pas nourrissant en fait. C'est épuisant, c'est stressant. Et le fait déjà d'avoir un minimum de présence à soi, même si ça reste assez superficiel, et dans tout ce qu'on fait au quotidien, à chaque instant, eh bien déjà c'est une forme de vivre dans l'instant présent et c'est déjà très apaisant. Ça, pour moi, c'est un premier niveau de compréhension. Et après, si on va plus loin, je comprends la chose comme ça aussi par rapport à habiter le moment présent, c'est d'arriver à être en résonance ou en contact. Alors dans le bouddhisme, il parle de la nature de l'esprit. Je crois qu'on pourrait dire aussi d'être en contact avec un principe créateur et organisateur. C'est-à-dire, c'est un principe, donc par définition, en philosophie, un principe, c'est permanent, c'est toujours présent. Et c'est d'arriver à retrouver ce principe-là qui est éternellement présent. Et c'est ça qui va permettre vraiment, pour moi, d'habiter le moment présent. Et alors là, c'est tout un chemin. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est le bien le plus précieux, finalement, le présent, l'instant présent? Alors, pour moi, déjà, si on reprend ces deux niveaux de compréhension que je viens d'énoncer, le premier, déjà, rien que le fait de revenir sur la respiration, si on ne l'a pas encore essayé, je ne peux qu'encourager de le faire, on voit bien qu'en quelques minutes, on se rend compte qu'il y a déjà une forme d'apaisement qui est là. Donc, c'est quand même ce qu'on recherche, c'est d'être en paix intérieure, d'avoir une belle vie, d'avoir de bonnes conditions en tout cas. Et rien que ça, de trouver cette paix-là à domicile, j'allais dire, à disposition tout le temps, c'est quand même un vrai cadeau. Parce que ça veut dire qu'on ne dépend de rien d'autre. Rien que la respiration suffit pour ça. Et après, si on continue à ce deuxième niveau d'analyse que j'ai proposé tout à l'heure, à savoir aller à la rencontre de ce principe qui est en nous, finalement, ce qu'on appelle la nature de la conscience, la nature de l'esprit, ou encore la nature de Bouddha, eh bien, pour arriver à être en contact avec ce principe, ça veut dire qu'il va falloir habiter davantage son corps. Il va falloir explorer d'autres dimensions de la conscience, pas seulement rester dans l'aspect mental. Et en fait, eh bien, quand on habite davantage cet espace, comme les textes le disent, il y a différentes qualités de l'esprit qui sont disponibles mais qui sont recouvertes. Et on pourrait dire que ces qualités, c'est comme des trésors. Il y a cette fameuse image, on est assis sur un trésor enfoui, mais on regarde toujours à l'extérieur. Mais quand on va à l'intérieur, en fait, c'est plus on va habiter notre être, plus on va aller dans des dimensions plus fines, finalement, de ce que l'on est véritablement. Et bien là, il y a vraiment des pépites, oui, qui sortent. Qui se manifestent, qui s'épanouissent. Une dimension plutôt verticale à ce moment-là, plus que la linéarité dont on parlait au début. Ah oui, là, complètement, oui. C'est vraiment, pour moi, c'est quand on parle davantage de présence à soi, justement, d'être conscient de quand on mange, etc., on reste malgré tout sur un temps linéaire. C'est la représentation qu'on a du temps. Mais dès l'instant qu'on parle d'un principe, là, il y a une nécessité de verticalisation, en quelque sorte. Cette notion de verticalité, d'ailleurs, on la retrouve dans la pratique du yoga. Rien que d'avoir le dos droit, ok, il y a des bienfaits physiques, mais à l'intérieur, il y a aussi un impact. C'est pas neutre. Voilà, ce sera le mot de la fin, Sandy Azelin. Pour cette première partie d'émission, nous vous retrouverons avec joie la semaine prochaine pour la suite. Je serai là. D'autres découvertes sur l'instant présent. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques indications de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Habiter le moment présent, une perspective bouddhique de l'espace-temps de notre invité Sandy Azelin, édition Sully. C'est donc le livre sur lequel nous nous sommes appuyés pour cette émission. Une enquête passionnante sur ce qu'est le temps aux confins de la philosophie, de la métaphysique et bien sûr de la pratique bouddhique, où l'on découvre que le temps nous construit, que nous le construisons aussi, mais qu'il nous est possible de le vivre comme une totalité. Tous les êtres sont des Bouddhas, également de Sandy Azelin chez Sully Éditions. Prémisse de ses réflexions sur l'instant présent, ce premier ouvrage de notre invité explique comment comprendre la nature de Bouddha avec l'analyse du traité du 3e Karmapa de la lignée Kagyu. Et puis, à la recherche du temps présent, maître du spirituel dans son quotidien de Kankyo Tanier chez First Edition. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur France.tv. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de Sandy Azelin pour la suite de notre émission. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée à l'instant présent. Avec notre invité, l'auteur et philosophe Sandy Azelin, nous avions appris dimanche dernier que définir et vivre l'instant présent n'était pas vraiment facile, alors que cela constitue la clé pour la cessation de la souffrance. Nous vous proposons de poursuivre aujourd'hui cette exploration de l'instant présent en nous arrêtant sur les possibilités de s'éveiller au temps. L'éthique, mais aussi le mouvement peuvent nous aider à détendre notre espace mental et au-delà, habiter l'instant présent. Nous retrouvons donc avec joie Sandy Azelin. Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, vous pratiquez le bouddhisme tibétain, vous enseignez le yoga tibétain, le kumye, et puis vous êtes auteur. Votre dernier ouvrage s'intitule « Habiter le moment présent » sur le temps, qui nous a d'ailleurs permis d'instruire cette émission. Alors, on va revenir à la question du temps ordinaire, peut-être la définir pour savoir pourquoi ensuite il faut dépasser ce temps ordinaire. Ce temps ordinaire, dans le bouddhisme, on peut dire que en fait, c'est notre représentation du temps qui est celle d'une ligne horizontale qui s'écoule du passé vers le futur. Donc c'est ça qu'on pourrait qualifier de temps ordinaire. Et en fait, on peut montrer, soit par l'analyse, j'ai presque envie de dire démontrer par l'analyse, ou parfois c'est tout simplement du vécu, enfin c'est par l'expérience, qu'on se rend compte que, eh bien en fait, si on vit seulement sur cette ligne-là du temps, ça va nécessairement nous conduire vers l'insatisfaction. C'est comme si un véritable bonheur n'était pas possible si on reste seulement sur ce plan-là du temps, enfin sur ce plan temporel. Donc voilà la raison pour laquelle un chemin comme le bouddhisme nous propose d'aller à la rencontre d'un autre temps, d'un présent plus nourrissant, pour justement avoir une vie épanouie. Alors ça semble simple comme ça, et en réalité c'est un vrai cheminement. Tout à fait. Mais en fait, je pense qu'on pourrait dire que le présent en lui-même est simple, mais c'est le chemin qui n'est pas facile. Mais il y a une forme de simplicité, mais effectivement, on a complexifié notre existence à un point qui fait qu'on n'arrive plus à avoir la simplicité qui est toujours là. C'est tout le paradoxe, et à la fois c'est très simple, mais on a tellement rajouté des couches, en fait, sur ce principe, sur cette simplicité, qu'on ne la voit plus. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les voiles, hein, le karma, les couches karmiques. Alors, il y a un autre paradoxe aussi, c'est que c'est simple, l'instant présent semble accessible, et pourtant, il faut des minutes, des heures, voire des années pour y parvenir. Oui. C'est un vrai paradoxe. Oui, tout à fait. Toutes ces couches qui ont été accumulées en fonction de nos histoires respectives, effectivement, ça va prendre plus ou moins de temps, donc on n'est pas tous égaux face à cette possibilité de pouvoir rester dans le présent. Mais oui, effectivement, c'est assez paradoxal. Alors, on parlait de la maison, de cette image de la maison. Hein. Vous parliez du grenier dans lequel nous sommes finalement un peu figés, quand on ne pratique pas peut-être l'instant présent. Pourquoi explorer le reste de la maison ? Quand on achète une grande maison, est-ce que ça nous viendra à l'esprit que d'habiter seulement dans le grenier ? Je veux dire, naturellement, on a envie de dire, si on a beaucoup d'espace, pourquoi on n'irait pas voir ? Il y a forcément des choses qui nous attendent. Et c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui nous attendent dans cet espace, dans cette grande maison. Mais par habitude, par conditionnement, par les contraintes du quotidien, en fait, on reste toujours au même endroit. Donc en fait, l'intérêt d'aller dans ces autres espaces, c'est parce que c'est là où se trouvent nos trésors intérieurs qui vont nous permettre vraiment d'aborder la vie différemment. Alors, comment explorer ces espaces ? Commencer ? Par quoi commencer, oui. Alors là, il n'y a pas... Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas d'absolu. Je veux dire, la porte d'entrée peut être complètement différente en fonction des personnes. C'est là où on arrive sur tous les outils qui sont proposés sur le chemin. Après, pour avoir quand même un certain développement au niveau de la pensée, pour comprendre comment ça marche, on a dit que ce temps linéaire, ce temps qui nous enferme finalement et qui nous conduit nécessairement à l'insatisfaction un jour ou un autre, c'est lié à l'espace mental. Donc déjà, il y a pas mal de pratiques tout simplement, qui peuvent nous aider à détendre l'espace mental. Parce qu'on n'est pas tous égaux aussi face à ça. Je veux dire, il y en a, c'est très rigide. D'autres, c'est plus ou moins rigide. Mais en tout cas, ça semble être déjà un prérequis intéressant. Et comment détendre cet espace mental ? Il y a toutes ces techniques, par exemple, avec la respiration, apprendre à placer l'attention sur le souffle. Rien que ça va permettre de clarifier un peu les idées, d'apaiser l'esprit. Et déjà, quand on arrive à faire ça, c'est pas rien, parce que là, ça peut prendre plus ou moins de temps aussi, mais ça me semble être un point de départ intéressant et assez universel. Il y a aussi l'attention au corps, à tous les membres. Oui, voilà, au quotidien, c'est vraiment l'attention, la vigilance. Effectivement, c'est même ça, j'ai presque envie de dire, le but ou le fruit. Parce que il y a la pratique. La pratique, c'est là pour nous entraîner, d'avoir les conditions idéales, justement, pour mieux voir comment ça marche à l'intérieur, d'avoir des habitudes plus saines. Et puis après, l'idée, c'est d'aller le vivre dans notre quotidien, quel que soit notre métier, notre profession, peu importe notre activité. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut cultiver encore et encore. Et là aussi, c'est intéressant de voir à quel point on repart vite dans différentes errances mentales. Voilà, comme ça, naturellement. L'instant présent est très fugace en réalité. Oui, et puis on a tendance à, encore une fois, à toujours partir au même endroit, quoi. Donc en fait, parce que plutôt que de parler de présent, finalement, ce serait peut-être plus juste de parler de présence.
Quand on dit vivre dans l'instant présent, c'est avoir une certaine présence, une présence à soi, une présence au monde. Et en fait, c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable quand même que les pensées nous coupent à ce point à la fois de nous-mêmes, parce qu'en fait, quand on est dans cet espace mental, il y a déjà une dualité à l'intérieur de notre propre expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe ailleurs, ce qui est quand même assez aberrant, mais aussi la pensée a ce pouvoir de nous couper de l'autre ou de l'environnement. Donc c'est fort quand même. Donc il y a presque urgence, j'ai envie de dire, à vraiment prendre conscience que la présence, c'est déjà, oui, présence à soi, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller voir ailleurs, entre guillemets, enfin chez nous, et aussi présence au monde. Alors, pour aménager cet espace mental, cette maison, pour filer la métaphore, comment s'y prendre aussi? Dans votre livre, vous consacrez tout un chapitre à l'éthique. Oui. Alors effectivement, l'éthique, c'est un élément très important sur le chemin. Ça nous renvoie à comment agir au quotidien, à chaque instant. L'éthique, ça nous renvoie aussi à la loi de la causalité, c'est-à-dire la loi du karma. En fait, l'éthique, il faut comprendre que chaque acte va produire une conséquence. Donc, quel type d'acte je dois poser, non seulement pour avoir une vie agréable, généralement, c'est, encore une fois, on retrouve notre premier niveau d'analyse qu'on avait vu auparavant. Vivre dans l'instant présent, c'est déjà davantage de présence à soi pour ne pas être sans arrêt dans une tourmente mentale. L'éthique permet l'apaisement mental, déjà dans un premier temps. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, en quelque sorte, ça évite de trouver des stratégies pour savoir comment il faut échapper à ceci ou cela. Oui, j'ai dit ceci, mais il ne faut pas que je le redise. Enfin, vous voyez, ça crée une espèce de confusion qui fait que, en fait, on ne peut pas vraiment être présent. Enfin, on est plus occupé à savoir comment se protéger par rapport à ce qu'on a pu faire. Donc l'éthique, non seulement, ça permet un apaisement mental, ça permet aussi d'accumuler ce qu'on appelle du bon karma, l'accumulation de mérite. Et l'avantage de ça, c'est que ça va permettre justement d'avoir plus d'espace quelque part dans notre vie, parce que qui dit mérite dit meilleures circonstances. Et quand on a de meilleures circonstances, il y a plus d'espace pour pratiquer davantage, ou en tout cas pour voir les choses plus clairement. Si on a beaucoup de problèmes à gérer, que la vie est difficile, qu'il y a vraiment de grosses lourdeurs dans notre existence, c'est quand même moins évident d'aller plus en profondeur. Donc l'éthique, c'est vraiment central, en fait. Sans ça, on ne peut pas prétendre à la verticalité. En fait, c'est incompatible. S'il n'y a pas l'éthique, il n'y aura pas la verticalité. Donc, pour terminer là-dessus, l'éthique aussi, on peut dire tout simplement que ça aide donc à améliorer le karma, mais aussi, l'idée, ça va être de l'alléger et de purifier le karma, parce que, comme on l'avait dit, le karma, c'est ce qui recouvre cette nature de l'esprit. Donc c'est pour ça que l'éthique, elle est indispensable. Autre voie aussi, celle du mouvement, de la pratique corporelle aussi. Tout à fait. Oui, parce que dans le bouddhisme, c'est vrai que c'est la méditation assise qui est surtout mise en avant, mais il y a aussi donc des pratiques corporelles qui sont proposées. Parce que c'est assez intéressant quand on fait par exemple une pratique très simple, à savoir le scan corporel. Le scan corporel, vous pouvez juste nous rappeler? Le scan corporel, c'est tout simplement balayer son attention par exemple de la tête jusqu'aux orteils et puis d'être attentif aux sensations qui émergent. Ça peut être assez déroutant de voir qu'il y a des zones du corps qui ne parlent pas, alors que théoriquement le corps il est vivant, il est vibrant. Donc si on veut être, encore une fois, se relier à la nature du temps, il faut qu'il y ait du mouvement. C'est vraiment retrouver un mouvement interne. Beaucoup plus, oui, je dis souvent fin ou subtil, on ne parle pas de mouvement physique, c'est vraiment retrouver ce mouvement interne. Et là, ça va nous permettre justement d'ouvrir beaucoup plus l'espace et de mieux cerner ce qu'on entend par habiter le moment présent. Vous enseignez le yoga tibétain, qui lui aussi permet peut-être d'accéder à l'instant présent. Alors, d'accéder à l'instant présent, bon, bien sûr, tout ça, c'est l'idéal. Donc, c'est d'aller dans la direction vers l'instant présent. Oui, ça, je pense qu'on peut le dire. Et effectivement, dans ce yoga, justement, on met beaucoup l'accent sur le ressenti. Donc, et justement, le ressenti, c'est une forme de mouvement interne. Donc, c'est un yoga, justement, qui n'est pas très postural. Mais là, l'accent de ce yoga, c'est vraiment... d'aller vers le ressenti, parce que c'est ce ressenti-là qui va permettre d'ouvrir l'expérience intérieure. Et à un moment donné, ce ressenti même se transforme en espace. Et là, l'espace, c'est justement la nature de l'esprit est souvent comparée à l'espace. Il est souvent comparé à l'espace. Donc effectivement, avec ce yoga, c'est la direction qui est proposée, en tout cas. Ouais. Une fois que cet espace il est ouvert, eh bien, c'est quelque chose de plus fluide. On peut parler d'une dynamique qui est là, qui permet de transformer les choses, de laisser être, en quelque sorte. Il n'y a plus cette stratégie sans cesse de l'ego, je veux pas. Non, j'accueille. Voilà, on pourrait dire ça. Après, une deuxième caractéristique, c'est la notion de félicité. Quand on parlait des trésors de l'esprit, de qu'est-ce qu'il y a à trouver, pourquoi c'est précieux, eh bien, une des qualités de l'esprit, c'est qu'il y a une forme de chaleur naturelle,
hein, qui après découle en amour-compassion. Enfin, il y a donc quelque chose de très chaleureux. Donc ça me semble être une deuxième chose qu'on peut dire. Et après, la troisième, pour continuer aussi avec ce qu'on avait vu la dernière fois sur comment comprendre l'instant présent, j'avais dit, c'est se relier à un principe créateur et organisateur. Et en fait, donc, ce que je trouve intéressant, enfin, par rapport à ce que je comprends, c'est que déjà à ce niveau-là, quand on parle d'espace aménagé intérieur, on aurait tendance à rajouter intérieur. Mais en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus d'espace intérieur ou extérieur. Il y a vraiment, on se relie au monde. Donc, le déploiement de l'existence change complètement. J'aime bien parler, on change de plan de causalité. Parce que justement, on est dans cette verticalité. Donc, on arrive dans une dimension d'ordre acausal. Donc, ça peut vraiment, oui, vraiment changer pas mal de choses ou pas. Enfin, après, chaque cas est différent. Mais enfin, voilà comment je pourrais répondre à votre question. Et aussi, peut-être pour compléter, j'avais proposé l'image d'un mandala pour la couverture du livre. Et justement, pour moi, cette image, alors c'est pas une image traditionnelle, hein, mais elle m'avait beaucoup parlé parce que je trouve que dans ce symbole, hein, le mandala, c'est une façon de représenter le monde, justement, mais le monde au niveau de sa véritable nature. Hein. Le symbole, c'est un peu un outil pour nous permettre de nous rapprocher du réel, justement. Pour moi, cette image qui est sur la couverture du livre, c'est un résumé de tout le livre. Voilà. Mais il faut lire le livre quand même. Mais disons qu'il y a beaucoup d'éléments sur cette image qui permettent de résumer qu'est-ce qu'on peut entendre par habiter le moment présent. Notamment, ce que j'aime bien sur cette image, c'est qu'il y a un carré et un cercle. Donc le carré, c'est un peu la dimension matérielle, de se relier au spirituel avec le cercle. Bon, c'est une interprétation possible. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette image, c'est les différentes couleurs qui nous font penser à l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est une thématique importante dans le bouddhisme, non seulement le corps d'arc-en-ciel au moment de la mort, mais aussi pendant notre vie. Ça peut nous renvoyer aux différents centres énergétiques, les différents centres subtils de notre corps, justement. Et comme on parle d'habiter le moment présent, d'habiter l'ensemble de notre maison, quand toutes les couleurs sont là, ça veut dire qu'on maximise notre habitat intérieur, en quelque sorte. Et bon, après, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer avec une dernière chose, c'est qu'on voit, on reconnaît des fleurs aussi sur cette image. Pour moi, la fleur, c'est vraiment l'image de l'épanouissement. Et c'est vraiment quand même, voilà, toute la quête de l'instant présent, c'est l'épanouissement. Donc, du coup, cette image m'avait beaucoup parlé. Voilà, nous n'aurons pas le temps d'en dire plus, mais nous vous remercions chaleureusement pour avoir répondu à nos questions durant 2 dimanches. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour prolonger cette émission, voici à présent quelques propositions de livres en rapport avec le thème du jour. Habiter le moment présent, une perspective bouddhique de l'espace-temps de notre invité Sandy Hinzelin, édition Sully. Ce livre était donc le fil conducteur de notre émission, une exploration argumentée et alimentée par de nombreuses références sur notre rapport au temps. Un livre passionnant qui permet de comprendre pourquoi et comment s'éveiller à un autre espace-temps que le temps ordinaire. La joie d'être, pratiques avancées du yoga tibétain de Kumye pour la relaxation, l'intégration et la concentration de Tartang Tulku, traduit de l'anglais par Sandy Hinzelin, édition Guy Trédaniel. L'auteur auquel s'est référé notre invité est lama tibétain installé aux États-Unis, très largement reconnu. Il enseigne ici, exercice à l'appui, la pratique de la relaxation tibétaine, où sont convoquées les énergies du corps et de l'esprit. Et puis Le bonheur est déjà là, de sa sainteté Gyaltsab Drukpa aux éditions Marabout. Le chef spirituel de la lignée Drukpa explique ici de façon imagée et accessible quelle est la nature du bonheur, pourquoi on perd souvent de vue cet état de l'esprit et quelles pratiques de méditation permettent de nous y reconnecter. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur le replay de France.tv. Très heureuse journée à tous et à dimanche prochain. Merci.